Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où l'on parle de tes finances personnelles de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas, auteur du site et compte Instagram Mon Budget Zen, et que ce soit seul derrière mon micro ou avec mes invités, on va éplucher tous les sujets liés à tes finances personnelles, la gestion de budget, comment épargner plus, l'investissement et la liberté financière. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser un commentaire sur Apple Podcast ou de le diffuser un maximum à ton entourage qui pourrait être intéressé. Dans la description, tu as tous les liens pour récupérer tes produits gratuits et pour t'abonner à ma newsletter. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler immobilier aujourd'hui. Je vais vous parler des 10 erreurs à ne pas faire en immobilier, surtout quand on achète son premier ou ses premiers biens. Je vais le détailler en deux parties. La première, je vais vous donner les 3 erreurs en fait que font 80% des gens qui investissent dans l'immobilier. Et je vais vous donner 7 autres erreurs que moi j'ai fait personnellement et que je vais vous partager pour que vous ne les fassiez pas. Donc on va commencer avec les 3 erreurs que la plupart des gens font en immobilier. Première, ça va être de négliger la fiscalité. Je vous dis le cas typique d'une personne qui investit dans l'immobilier, qui ne s'est pas formée, qui ne s'est pas intéressée, qui a juste investi parce que ses parents lui ont dit que la pierre ça rassure et qu'il fallait le faire. Alors ce que font la plupart des gens qui ne se forment pas, c'est ils achètent un bien, ils l'exploitent en nu, donc en revenu foncier, et souvent c'est des gens qui ont une forte TMI, donc forte tranche marginale d'imposition, donc ils sont à la tranche 30% souvent, ce qui fait que ils se retrouvent en fait à payer énormément d'impôts. Donc sur le coup ils sont contents, ils font leur achat, ils ont leur crédit qui est à peu près remboursé par le locataire, et à la premier avis d'impôt, ils se rendent compte qu'ils se font littéralement allumer par les impôts. Pour vous expliquer très rapidement le calcul à faire, c'est que en nu par exemple, on a 2 façons de faire. Donc soit on est au micro-foncier, c'est-à-dire on a un abattement de 30% sur ses revenus locatifs, soit on est au réel. Ça c'est pour calculer l'assiette imposable. Et ensuite on a l'impôt qui est appliqué. Et l'impôt c'est tranche marginale d'imposition plus CSG. Donc imaginons que vous touchiez 10 000 euros de loyer par an. Même on va prendre le cas du micro-foncier, c'est-à-dire on a un abattement de 30%, donc il nous reste 7 000 euros sur lesquels on a imposé. Mais si vous êtes bien à une TMI de 30%, ça veut dire que vous allez payer à peu près quasiment 50% d'impôts sur ça. Donc c'est-à-dire que vous avez 3 500 euros d'impôts sur les 10 000 euros de loyer. Sachant que sur les 10 000 euros de loyer, généralement, ça sert à rembourser le crédit et pas à vivre. Ce qui fait que on se retrouve avec 3 500 euros de plus d'impôts à payer par an, ce qui est énorme. Enfin, dans le cas d'une personne qui a une TMI de 30%, donc c'est, on va dire pour une personne seule, c'est quelqu'un qui va gagner à peu près 2 500 euros. Donc voilà, ça c'est la première erreur que font la plupart des gens, c'est de négliger la fiscalité, de ne pas s'y intéresser, et du coup de louer en nu et de se faire littéralement allumer par les impôts. La deuxième erreur que font la plupart des gens, que j'entends énormément, même si j'ai fait un épisode là-dessus, c'est d'être attiré par la carotte fiscale. Quand je parle de carotte fiscale, ça va être les programmes de défiscalisation que vous devez tous connaître parce que je pense que dès que vous avez mis le mot immobilier dans la barre de recherche Google, le lendemain vous avez 10 000 pubs sur le Pinel, le Pinel Plus, le Censi Bouvard, les choses comme ça. Donc j'essaye de pas être trop méchant avec cet investissement parce que j'entends toujours des gens qui me contredisent en me disant oui, non mais moi c'était rentable tout ça, certes, mais moi la plupart des gens que j'ai accompagnés, clairement ils m'ont tous dit que ça ne l'était pas et que c'est un énorme effort d'épargne à faire en plus pour eux. Donc faire très attention à la carotte fiscale quand on vous propose du Pinel, du Censi Bouvard ou des choses comme ça. Étudiez bien l'investissement et voilà, soyez conscient que vous ne ferez jamais de cash flow positif avec ça. C'est au mieux vous êtes autofinancé, encore que j'en ai jamais entendu, mais vous allez avoir un effort d'épargne à faire. Et ça peut être clairement quelque chose de bien pour vous, c'est très très fortement imposé, c'est à étudier en fonction de votre situation évidemment, mais faites très attention à cette carotte fiscale parce que je sais que beaucoup plus de gens sont déçus que satisfaits par rapport à ça. Et la troisième erreur que font la plupart des gens, c'est de négliger l'emplacement. Je pense que je vous l'apprends pas, on dit souvent il y a 3 règles en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement, et je pense pareil, clairement, je pense que l'emplacement a une énorme importance sur tous les aspects de votre investissement, et pour la demande locative que vous allez avoir, pour la qualité des locataires que vous allez avoir, mais également pour la revente, c'est-à-dire la valorisation du bien, donc vous avez potentiellement de chance de faire des plus fortes plus-values avec un bon emplacement, et aussi partira beaucoup plus vite le jour de la revente. Donc vraiment, l'emplacement, c'est clairement une erreur que beaucoup de monde fait, de négliger l'emplacement, par exemple en favorisant les gros rendements, mais en se rendant compte que le quartier est pas top, et du coup on se rend compte que les problèmes viennent
après, par rapport au choix du quartier par exemple, ou parce qu'on a investi dans un endroit où il y a une faible demande locative. Donc voilà, l'emplacement, c'est quelque chose de très très important aussi, et c'est une erreur que font la majorité des gens qui investissent dans l'immobilier. Donc là, j'ai fini avec les 3 erreurs que font 80% des gens, mais que j'ai failli faire aussi. Moi, je suis le premier j'étais à 2 doigts de signer un Pinel, par exemple, et je suis très très content de ne pas l'avoir fait, parce que quand j'ai compris comment ça marchait après, je me suis dit, heureusement, ce que j'ai fait après était bien mieux. Et pareil pour la fiscalité, au début, j'étais parti pour louer en nu, finalement, j'ai fait du meublé, et je m'en suis plutôt bien sorti. Mais j'ai quand même fait des erreurs personnelles sur mon premier appart, mon premier studio, et c'est pour ça que je recommande souvent aux gens de commencer petit, parce que les erreurs sur un petit bien coûtent beaucoup moins cher que des erreurs sur un grand bien ou sur un immeuble par exemple. Donc je vais vous faire part de mes 7 pires erreurs perso, et que j'espère que vous ne ferez pas, enfin si vous n'avez pas encore investi, que vous ne ferez pas. La première erreur que j'ai fait, c'était de négliger la qualité de la copropriété. Parce que, quand j'ai cherché mon premier bien, moi j'habitais sur Paris, je cherchais un appart sur Marseille, donc déjà je faisais les allers-retours, c'était pas simple, j'en avais un petit peu marre, on va dire, de faire les allers-retours, et je voulais avancer, et je regrette pas de l'avoir fait, bien sûr, mais j'avais vu que l'appart était moyen, il méritait un peu des travaux, mais j'ai vu que la copro était vraiment pourrie, l'escalier était pourri. Le vendeur m'a dit oui, vous inquiétez pas, ça va être refait, c'est chiffré à temps, donc j'ai inclus ça dans le prix. Et voilà, et je me suis dit, ça va, c'est rien quoi, c'est que la copro, c'est que les communs, et c'est pas grave pour le locataire. Sauf que je me suis rendu compte bien après que oui, c'est grave, parce que déjà quand on fait des visites pour les locataires, quand ils voient l'état des communs, ils ont envie de partir en courant, même si l'appart dedans il est nickel. Quand on voit l'état des communs, ça rassure pas. Quand il y a des étudiants qui viennent avec leurs parents et qui voient ça, clairement, c'est pas rassurant, et ça je l'ai compris bien après, que ça influe du coup sur la qualité des locataires qu'on aura. Et la deuxième chose, que je ne savais pas, c'est que si la copro est dans cet état, c'est peut-être aussi que les autres copropriétaires s'en foutent complètement en fait de la copro et qu'ils la laissent pourrir. D'une part ça, et d'autre part que le syndic aussi n'est pas forcément très compétent et très réactif. Et ça a été clairement le cas pour moi, c'est que ça fait 6 ans que j'ai cet appartement, 6 ans que je me bats pour refaire les communs, refaire les escaliers, je suis le seul propriétaire qui s'intéresse alors que je suis uniquement bailleur, tout le monde s'en fout et tout le monde laisse pourrir la cage d'escalier. Donc, clairement, c'est quelque chose que je ne referai pas, c'est-à-dire de négliger la qualité de la copro, parce que ça cache quelque chose souvent, ça cache que soit le syndic ne fait pas grand-chose, n'est pas très moteur et s'en fout complètement, et que les propriétaires, les autres copropriétaires, n'en ont rien à faire aussi de l'entretien du bâtiment. Voilà pour ma première erreur personnelle. Ensuite, sur les 3 prochaines, je vais les regrouper dans la même famille d'erreurs, qui vont être le financement. Dans le choix du financement, j'ai fait 3 erreurs vraiment importantes, que j'ai réussi à plus ou moins me rattraper par la suite, mais voilà, c'est des choses que je ne referai plus et que je vous recommande pas de faire. C'est que j'ai fait comme la plupart des gens. Ça j'aurais pu la mettre dans les erreurs que tout le monde fait, et du coup moi je suis tombé dedans, donc ça je l'ai mis dans les miennes. C'est que j'ai voulu faire un crédit court. J'ai raisonné comme la plupart des gens, non moi un crédit je veux qu'il soit remboursé vite, et voilà. Donc j'ai fait un crédit sur 15 ans, alors qu'on me proposait un crédit sur 20 ans. Je me suis dit, tant pis, si j'ai un peu d'effort d'épargne à faire en plus, et puis en plus je me suis dit la mensualité elle est à peu près égale au crédit, donc ça va. Sauf que évidemment, comme tout le monde, je me suis dit, j'avais pas vu que avec toutes les charges, la taxe foncière, je cherche copro, l'entretien, en fait, j'avais un effort d'épargne à faire, il n'était pas du tout au financé. Mais en plus, je me suis rendu compte que, après, pour enchaîner sur d'autres projets, en fait, j'étais bloqué, parce que ma mensualité était trop élevée. Donc, j'ai réussi à m'en sortir, j'ai réussi à faire une modulation de crédit, et donc à baisser ma mensualité, rallonger la durée, je me suis arrangé comme ça. Mais ça, c'est une erreur que j'ai faite, et que je vous recommande de ne pas faire, c'est que, même si vous avez déjà du cash flow à 15 ans, si vous êtes à 20 ans ou 25 ans, vous aurez forcément que plus de cash flow, et vous pourrez d'une part soit profiter de votre cash flow aujourd'hui, donc ça vous fait un vrai complément de revenu, et d'autre part ça vous permet de continuer d'autres projets, soit locatifs, soit pour votre résidence principale. Donc vraiment, crédit court, ça a été une erreur de ma part, et je sais que sur mes autres projets, j'ai toujours fait du 25 ans. Alors, toutes les banques ne le proposent pas, mais si on vous le propose, moi perso, voilà, même si je préfère payer un peu plus d'intérêt, mais de toucher mon cash flow aujourd'hui tout de suite et le réinvestir où je veux là tout de suite. La deuxième erreur dans le financement, ça a été de ne pas faire de différé de crédit, et surtout de ne pas inclure les travaux dedans. Sur mon premier bien, il y avait des travaux clairement à faire, il y avait clairement des travaux, mais c'était largement habitable dedans, parce que le locataire avant y habitait, mais je me suis dit c'est habitable, donc ça va.
sauf que j'ai eu des soucis après, un turnover énorme sur les locataires, ou des locataires qui me disaient que c'était pas top, donc je regrette énormément de ne pas avoir fait les travaux dès le début, et de ne pas avoir inclus le financement, le prix des travaux dans le financement, parce que du coup je l'ai payé sur mes fonds propres, j'ai dû faire les travaux moi-même, ça m'a fait perdre énormément de temps et d'argent. Donc deuxième grosse erreur, de ne pas inclure les travaux dans le financement, de ne pas faire les travaux tout de suite, et de ne pas faire de différé de crédit. Parce que le différé de crédit, ça permet justement donc de ne pas avoir de mensualité de crédit pendant les travaux, et en plus de pouvoir louer pendant qu'on a encore différé, donc c'est-à-dire se refaire de la trésorerie, donc se rembourser ce qu'on a pu un peu avancer par rapport aux frais liés à l'achat du bien immobilier. Et en plus, et dans l'idéal, si le différé est long, de se construire une vraie trésorerie, soit pour enchaîner sur un autre projet, soit pour l'investir ailleurs, tout simplement. Donc voilà, pour la partie financement, donc je répète, mes 3 erreurs, c'était de faire un crédit court, de ne pas faire de différé, et de ne pas inclure les travaux dedans. Ensuite, donc la 4e erreur, ça concerne les travaux, c'est de ne pas avoir fait les travaux avant de louer. Donc on revient un petit peu avec ce que j'ai dit avant, mais c'est quelque chose de très important, parce que le fait de ne pas avoir fait les travaux avant de louer, moi ça m'a engrangé énormément de soucis par la suite, énormément de soucis. J'ai eu une première locataire avec qui ça s'est très bien passé, mais le deuxième avec qui ça s'est très mal passé, elle est restée 2 mois et ça s'est très mal passé, et le troisième avec qui ça s'est encore plus mal passé, et j'ai dû faire les travaux par la suite parce que j'étais un peu coincé, et je me suis retrouvé à devoir tout payer moi, et faire les travaux moi-même, parce que j'avais pas l'argent pour me payer un artisan. Donc, faire les travaux avant de louer, même si le bien est habitable, alors à moins qu'il ait été refait juste avant, mais en général, c'est pas ce qu'on recherche quand on est investisseur. En général, on recherche pas des biens coup de cœur ou des biens avec des travaux tout faits, on recherche plutôt des choses à refaire pour avoir un prix inférieur au prix du marché et puis valoriser le bien. Donc, grosse erreur de ne pas avoir fait les travaux avant de louer. Et surtout, de ne pas avoir fait chiffrer, ça c'est la 5e erreur que j'ai faite, la 6e erreur que j'ai faite, ça a été de ne pas avoir fait chiffrer les travaux avant l'achat. Parce que je suis arrivé, j'étais pressé, je me suis dit non mais c'est bon, il n'y a pas grand chose à faire, il y aura eu un coup de peinture, le sol à refaire et basta. Sauf qu'en fait il y avait beaucoup plus à refaire, et j'ai eu des surprises lorsque j'ai commencé à mettre le nez dans les travaux, et j'ai vraiment galéré, et ça m'a coûté vraiment cher, parce que du coup j'ai dû faire appel à des artisans ponctuellement pour faire des trucs que je ne pouvais pas faire, et donc ça m'a coûté encore plus cher. Et j'ai fait le reste des travaux moi, sachant que ça n'a pas été très très bien fait, donc voilà, je sais que à refaire je ne referai pas du tout comme ça. Voilà. Et la dernière erreur me concernant, la 7e erreur sur mon expérience personnelle, ça a été de m'être formé sur l'immobilier après l'achat du premier bien. Je dis bien après l'achat, parce que j'avais lu certaines choses sur l'immobilier avant, j'avais compris qu'il fallait passer à l'action, qu'il fallait utiliser l'effet de levier, mais je n'avais rien lu et rien suivi, ni de podcast, ni de vidéo YouTube, ni même de formation gratuite, ni même de formation payante sur l'immobilier. Je me suis lancé. Alors je regrette pas, parce que ça m'a permis justement de comprendre comment ça marche et de m'être formé après, mais à revenir en arrière, je préférais largement investir quelques centaines d'euros dans une formation sur l'immobilier, parce que les erreurs que j'ai faites, ça m'a coûté mais bien plus que ça, quoi. Ça m'a coûté des milliers d'euros. Donc l'erreur bonus un petit peu, c'était de m'être formé après l'achat du premier bien. Et ce qui fait que mon 2e et 3e bien, là pour le coup c'était beaucoup plus rentable, et surtout ça m'a fait perdre beaucoup moins de temps et j'ai gagné beaucoup plus d'argent. J'en profite pour faire une petite parenthèse sur la partie formation, c'est mon instant auto-promo. Je suis justement en train de faire une formation sur l'immobilier suite aux différents sondages que j'ai pu avoir de votre part. J'ai vu que l'immobilier c'était ce qui vous intéressait le plus en ce moment. Je voulais pas faire une formation qui coûtait 2000 balles, donc je voulais faire un truc accessible, donc ça restera quelques centaines d'euros, je n'ai pas encore fixé le prix, mais je suis en train de faire vraiment une formation pour le démarrage dans l'immobilier. Une partie sur le financement, sur les travaux, ce qu'il faut regarder avant, sur comment optimiser ses chances de financement, sur comment trouver la bonne affaire, enfin bref, il y aura vraiment beaucoup de choses dans cette formation. Et je suis en train de la préparer aux petits oignons, elle arrivera très bientôt. Et donc voilà, je vais vous récapituler les 10 erreurs à ne pas faire sur l'immobilier. Donc les 3 que font 80% des gens sont négliger la fiscalité, être attiré par la carotte fiscale, et notamment les programmes neufs, et négliger l'emplacement. Et en ce qui concerne les 7 erreurs que moi, personnellement, j'ai fait, ça a été de négliger la qualité des communs et donc de la copropriété, de faire un crédit court, de ne pas faire de différé de crédit et de ne pas inclure les travaux dans le crédit, de ne pas faire les travaux avant de louer, de ne pas avoir fait chiffrer les travaux avant l'achat avec un artisan. Et l'erreur bonus, ça a été de ne pas m'être formé
avant l'achat du premier bien, mais que je me suis formé après. Donc voilà pour ces 10 erreurs dans l'immobilier. J'espère sincèrement que ça vous a aidé. Et puis je vous souhaite une bonne journée, soirée, où que vous êtes. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté ce nouvel épisode jusqu'au bout et pour ça, je te dis un grand merci. Si tu l'as apprécié, tu peux en parler à ton entourage ou mettre un commentaire sur Apple Podcast ou depuis peu sur Spotify. Ça aide énormément pour la visibilité et la diffusion du podcast. N'hésite pas également à me dire quel sujet tu aimerais que j'aborde ou me recommander un invité pour les prochains épisodes. Pour ça, dis-moi-le sur mon compte Instagram monbudgetzen ou alors à mon adresse mail contact@monbudgetzen.com. N'oublie pas que dans la description, tu as tous les liens si tu veux aller plus loin et notamment récupérer tes cadeaux gratuits.